Tu savais qu'il existe un endroit sur Terre qui est totalement interdit aux gens comme toi et moi? Non seulement t'as pas le droit d'y mettre les pieds, mais c'est aussi formellement interdit de creuser ou de chercher des ressources. Pour avoir le droit de le faire, il faudrait réussir à mettre d'accord 54 pays différents. Le grand public n'a le droit d'y aller qu'un tout petit jour dans l'année, le 1er mars. Mais la chose la plus folle, c'est que pendant que nous, on n'y a pas accès, il y a d'énormes avions cargo américains qui s'y posent absolument tous les jours. C'est un endroit tellement secret et surveillé que si un satellite prend une photo de la zone, Google Earth la floute instantanément. Tout se passe là-bas. Des mystérieuses pyramides, d'immenses rectangles, tout ça est complètement caché sous des couches de glace. On va pas parler de mignons petits manchots aujourd'hui. On va parler d'un événement précis, l'opération High Jump. C'est l'histoire de 4700 personnes qui débarquent en force sur ce continent glacé. Ils ne viennent pas faire du tourisme. Ils ont avec eux 13 navires et 33 avions de l'armée. C'est énorme. Sauf que rien ne se passe comme prévu. La mission s'arrête d'un coup et ils rentrent chez eux 6 mois en avance. Le bilan, 4 hommes perdent la vie et 2 navires disparaissent totalement. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est que toutes les images tournées pendant cette opération sont classées top secret. Et ceci pour toujours. Ce continent dont je parle, c'est l'Antarctique, le pôle sud. Forcément, avec tous ces mystères, les rumeurs partent dans tous les sens. Est-ce que c'est une piste d'atterrissage secrète pour les ovnis? Est-ce que les nazis y avaient vraiment caché une base souterraine? Certains parlent de cités entières habitées par des entités invisibles à nos yeux, les djinns. D'autres vont jusqu'à dire que c'est là que se trouve le trône du diable, Iblis, et que c'est pour ça qu'on nous bloque totalement l'accès. Ou pire encore, que le Dajjal lui-même serait enfermé sur l'une de ces îles glacées. Des histoires et des mythes comme ça, il y en a des dizaines. Mais au fond, derrière toutes ces théories, c'est quoi la vraie histoire? Tout commence en 1929 avec un célèbre théologien allemand, Gustav Adolf Dessmann. Sa spécialité, c'est l'étude des religions du monde. Et pour dénicher des informations inédites, il passe son temps à fouiller dans les plus grandes bibliothèques de la planète. Un jour, ses recherches l'amènent à Istanbul, directement dans les immenses réserves du palais de Topkapi. Et donc il est là, en plein travail d'archivage, entouré de vieux manuscrits, quand soudain, son regard s'arrête sur un document, une vieille carte. Et pas n'importe laquelle. Une carte dessinée en 1513 en plein cœur de l'Empire ottoman. En déroulant cette carte, Gustave prend une énorme claque. Il réalise qu'en 1513, un amiral ottoman du nom de Piri Reis a dessiné l'Antarctique. Et là, il faut se poser 2 secondes. Pourquoi c'est complètement fou? Parce que l'Antarctique, officiellement, n'a été découvert qu'en 1820. Ce qui veut dire que près de 300 ans avant le reste du monde, les navigateurs ottomans connaissaient déjà l'existence de ce continent glacé. Mais c'est pas fini. Parce que quand on compare les contours des côtes de l'Antarctique dessinés sur cette carte de 1513 avec les relevés officiels de 1820, les tracés sont identiques. La précision est millimétrée. À ce moment-là, Gustave est totalement bluffé. Mais là où ça devient complètement fou, c'est que sur cette carte de Piri Reis, l'Antarctique n'est pas gelé. Sur le dessin, on ne voit pas juste des rochers de glace. On y voit de la verdure, on y voit des animaux. Du coup, ça pose un problème énorme. Un vrai paradoxe. Aujourd'hui, quand on pense à l'Antarctique, on imagine un désert blanc, de la glace à perte de vue. On parle pas d'une petite couche de givre. Les scientifiques sont formels. Là-bas, il faut creuser à travers 1 ou 2 kilomètres de glace massive avant d'espérer toucher la moindre parcelle de terre ferme. Alors comment en 1513 on a pu dessiner un continent vert qui est sous des kilomètres de glace depuis des milliers d'années? En gros, ça nous laisse face à un choix. Soit les cartographes de l'époque avaient accès à des connaissances que notre science actuelle ignore complètement, soit en 1513, il n'y avait tout simplement pas de glace là-bas. Mais alors comment un continent entier aurait pu geler aussi vite? Il y a forcément un autre secret caché sous cette glace. Et c'est exactement pour déterrer ce secret qu'en 1946, les États-Unis lancent une mission militaire sans précédent, l'opération High Jump. Pour te donner une idée de la folie du projet, la zone qu'ils comptent explorer est plus grande que les États-Unis et l'Europe réunis. C'est un terrain de jeu titanesque. Pour diriger une armada pareille, le gouvernement ne choisit pas n'importe qui. Ils font appel à l'amiral Richard Evelyn Byrd. Une vraie légende, c'est l'un des officiers les plus brillants et les plus décorés de toute l'histoire de la marine américaine. Et surtout, il connaît déjà l'Antarctique comme sa poche après y avoir mené plusieurs expéditions depuis 1929.
Mais parmi toutes ces expéditions, il y en a une qui sort vraiment du lot. On recule un peu dans le temps. Nous sommes en novembre 1929. Un avion décolle depuis Little America, le camp de base des Américains en Antarctique. C'est un appareil massif, un Ford trimotor que la marine a surnommé le Floyd Bennett. À bord, on retrouve notre fameux amiral Byrd. Mais il n'est pas seul. Avec lui, il y a son pilote de confiance, un navigateur, un opérateur radio et surtout un photographe. L'équipe parfaite pour amener des preuves de ce qu'ils vont voir. Leur objectif est un véritable défi pour l'époque. Un vol aller-retour de plus de 2500 km au-dessus d'un désert blanc absolu. Vers 13h, l'avion atteint enfin le point critique et survole le pôle sud géographique. Au moment exact où l'avion survole le pôle sud, la radio reçoit un message à la base. C'est l'amiral Byrd au bout du fil. Contrôle, on vole au-dessus du pôle sud. Mais très vite, il ajoute un détail. Et il dit qu'il y a un truc qui cloche. L'horizon face à lui ne ressemble pas à ce qu'il devait être. Il semble se soulever vers le ciel un peu comme une cuvette. Et ce n'est absolument pas un horizon normal. Et là, plus rien. La communication coupe d'un coup. Mais ce qui s'est passé pendant ce silence radio, c'est peut-être la plus grande légende de l'exploration moderne. Selon une rumeur persistante, un journal intime secret de l'amiral Byrd aurait refait surface des années plus tard. Et ce qui est écrit dedans défie complètement la raison. Byrd y raconterait qu'après avoir passé ce fameux horizon qui se soulève, il n'aurait plus vu de glace. À la place, il aurait vu quoi? Des forêts verdoyantes, des lacs d'eau chaude et même des animaux ressemblant à des mammouths. Mais le plus dingue, c'est qu'il affirmerait avoir été escorté par des engins volants en forme de disque jusqu'à une immense cité souterraine. Un monde caché qu'on appelle l'Agartha. Bien sûr, l'armée a toujours nié l'existence de ce journal. Mais bizarrement, c'est après ce vol que le gouvernement lui a confié une armada entière pour y retourner. Un hasard? Aujourd'hui, si tu fouilles un peu sur Internet, tu vas trouver énormément de théories sur cette fameuse mission. Et surtout, tu vas entendre parler du très mystérieux journal de bord de l'amiral Byrd. Officiellement, tous les rapports de ce fameux vol ont été verrouillés, étouffés, classés top secret, il n'y a plus rien à voir, rideau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 17 ans plus tard, l'amiral Byrd retourne en Antarctique. Sauf que cette fois, il ne vient pas avec un petit avion de reconnaissance. Il débarque avec 4700 soldats, 13 navires de guerre et 33 avions. C'est là qu'il faut se poser la vraie question. Si l'Antarctique n'est qu'un gigantesque tas de glace sans aucun intérêt, pourquoi déployer une force militaire aussi grande? Parce que quand tu regardes de près ce qui compose cette armada, ça n'a aucun sens pour de la simple exploration scientifique. On parle de porte-avions de l'armée, de brise-glaces titanesques, capables de fendre des montagnes entières. On y trouve même des sous-marins expérimentaux équipés des tout derniers sonars. Mais le détail qui ne tourne pas rond du tout, c'est qu'ils ont emmené des Marines, et pas n'importe lesquels, des unités d'élite spécialisées dans le combat urbain. Du combat urbain sur un continent de glace? Mais contre qui? Ou contre quoi étaient-ils censés se battre? Déployer un arsenal pareil pour un continent totalement recouvert de glace? Franchement, à quoi ça rime? La réponse se trouve peut-être dans une interview historique de l'amiral Byrd lui-même. Peu de temps après, il a déclaré publiquement une chose assez effrayante. Il a averti que les États-Unis devaient se préparer à faire face à un ennemi capable de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Et qu'il fallait à tout prix montrer les muscles avant que cette menace ne frappe. Évidemment, quand un militaire de son rang lâche une bombe pareille, la presse s'enflamme. Et les médias font un bruit monstre et tout le monde se pose la même question. C'est de quel ennemi qu'il parle exactement? Est-ce qu'il parlait des soviétiques? Est-ce qu'il faisait allusion à une présence extraterrestre? Ou bien est-ce qu'il évoquait une force totalement inconnue, dont il n'avait absolument pas le droit de prononcer le nom à voix haute? On fait encore un saut dans le temps et on arrive directement en 2016. Et cette année-là, deux trucs complètement dingues éclatent au grand jour à propos de l'Antarctique. La première chose, une mystérieuse photo fuite sur Internet. Et sur cette image, qu'est-ce qu'on distingue au milieu du désert blanc? Des pyramides. On voit clairement une pyramide parfaite à 4 faces. Et sa taille, elle est juste absurde. Si tu la mets côte à côte des célébrissimes pyramides de Gizeh en Égypte, je te jure que celles d'Égypte ont l'air de maquettes pour enfants. Et écoute bien les chiffres pour te faire une idée. En Égypte, la base de la pyramide fait environ 230 mètres de large pour 145 mètres de haut. C'est déjà énorme. Mais cette structure ou bien cette pyramide en Antarctique, elle ferait 1200 mètres de haut.
avec une base gigantesque de 2 km sur 2 km. C'est un monstre absolu. C'est totalement dingue. Et le pire, c'est que tu peux aller vérifier par toi-même dès maintenant sur Google Earth. Tape ses coordonnées exactes et tu vas tomber pile dessus. Mais ça nous amène à la question ultime. S'il y a vraiment des pyramides géantes en Antarctique, qui a pu bien les construire? Ça voudrait dire qu'une civilisation extrêmement avancée vivait là-bas, bien avant que la glace ne recouvre tout. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils ont subi un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a effacé toute trace de leur existence? Est-ce qu'une partie de ce monde perdu existe encore aujourd'hui, cachée profondément sous la croûte terrestre? Ou alors, est-ce que ces structures impossibles pour les humains de l'époque seraient carrément l'œuvre de djinns cachés sur ce continent isolé? Une chose est sûre, avec toutes ces histoires, l'Antarctique est de loin l'endroit le plus mystérieux de notre planète. Je te disais juste avant qu'en 2016, il s'était passé 2 choses étonnantes. La première, on vient d'en parler, c'est la découverte de ces fameuses pyramides. Mais la deuxième chose est encore plus louche. Dès que cette photo a fuité sur Internet, en l'espace de quelques heures à peine, une explication soi-disant officielle est sortie de nulle part pour tout éteindre. Et on nous a immédiatement dit qu'il ne fallait pas s'affoler, que c'était juste une attaque. En gros, le sommet d'une montagne, tout ce qu'il y a de plus naturel, taillé par les vents extrêmes au fil du temps et figé dans un bloc de glace. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que, malgré cette explication express, la question reste entière. Pourquoi réagir aussi vite et avec autant d'insistance pour un simple bout de rocher gelé? Comme l'a si bien écrit le célèbre romancier Sidney Sheldon, dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Et franchement, si c'est vraiment juste une formation naturelle, alors c'est super étonnant. On parle quand même d'une géométrie parfaite, avec des côtés qui font très exactement 2 km sur 2, pour former une pyramide impeccable au beau milieu de nulle part. Statistiquement, c'est tellement improbable que presque impossible à avaler. Du coup, la vraie question, celle que beaucoup essayent d'esquiver, c'est qu'est-ce qui se passe réellement en Antarctique? Surtout que ces pyramides, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si on creuse encore un peu plus loin, littéralement, on tombe sur ce qu'on appelle l'anomalie de la Terre de Wilkes. C'est très simple. En scannant le continent depuis l'espace, les satellites de la NASA ont détecté une masse gigantesque cachée à plus de 800 mètres sous la glace. Une masse énorme de 250 km de large d'une densité anormale. Officiellement, on lui dit que c'est le cratère d'un vieil astéroïde. Mais pour beaucoup de chercheurs indépendants, cette concentration de métal sous la glace ressemble étrangement à autre chose. Est-ce que ce sont les ruines métalliques de la civilisation qui a bâti ces pyramides? Ou carrément, une base gigantesque enfuie là depuis des millénaires? Le truc, c'est que la couche de glace est tellement épaisse que personne ne peut aller vérifier. Mais avant de plonger dans le vif du sujet et de décortiquer ce qui s'y cache, il y a 2 choses précises que tu dois absolument savoir. 2 informations importantes qui vont te surprendre, c'est du jamais vu. La première chose, est-ce que tu savais qu'en 1959, 12 des nations les plus puissantes du monde se sont réunies pour signer un accord unique dans l'histoire? Ça s'appelle le traité de l'Antarctique. Mais attention, il y a un détail terrifiant qui s'est produit juste 1 an avant la signature de ce fameux traité. En 1958, les États-Unis lancent dans le plus grand des secrets l'opération Argus. Le concept, c'est quoi? Ils ont fait exploser 3 bombes nucléaires dans l'espace, juste au-dessus de l'océan, très près de l'Antarctique. Officiellement, c'était pour tester le champ magnétique de la Terre. Mais sérieusement, pourquoi tirer des missiles nucléaires au-dessus de cette zone précise quelques années à peine après le fiasco de l'amiral Byrd face à ces mystérieux ennemis volants? Est-ce qu'ils testaient vraiment la météo ou est-ce qu'ils essayaient de détruire quelque chose qui planait dans le ciel du pôle sud? C'est juste après ces tirs nucléaires qu'ils ont soudainement décidé de verrouiller tout le continent. Et ce qu'ils ont décidé est fascinant. Ils se sont mis d'accord sur le fait que personne, absolument aucun pays ne pourrait jamais s'approprier ce continent. C'est radical. 0 base militaire autorisée, interdiction formelle d'y tester la moindre arme. C'est simple, l'Antarctique devient la zone la plus neutre de la planète. Officiellement, tout ce qui se passe sur cet immense bout de glace doit être consacré à 100% à la recherche scientifique pour mieux comprendre notre monde. Mais il y a un détail qui change absolument tout. La règle d'or de toutes ces expéditions, c'est que les informations et les découvertes menées là-bas doivent rester strictement confidentielles. Aujourd'hui, le pacte a pris une ampleur folle. On est passé à 56 pays signataires. Et crois-le ou non,
le continent n'est pas si désert que ça. On y compte plus de 70 bases de recherche gérées par différentes nations. Ça représente environ 1500 scientifiques qui vivent là-bas parfois avec leur propre famille. Ils ont carrément construit des écoles pour les enfants et même des lieux de culte. Mais attention, la réalité du terrain, elle est brutale. Absolument, tout est recouvert de glace avec des températures mortelles. Du coup, les gens vivent presque reclus à l'intérieur. Les occasions de sortir sont extrêmement rares. Et c'est là que ça nous amène à la question la plus importante, la question qui fâche. De 1959 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans que ces scientifiques fouillent, on est d'accord. Ils mesurent et ils analysent ce continent tous les jours. Mais alors, quelles sont leurs véritables découvertes? Quelle explication ils nous donnent face à tous ces mystères? La vérité, ou du moins, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'absolument aucun de ces pays n'est prêt à partager ses découvertes avec le grand public. Et n'essaye même pas de prendre un bateau pour aller vérifier par toi-même. Si tu t'approches un peu trop de certaines zones interdites, on t'accueille directement avec des tirs de sommation. C'est le barrage total et on te laisse pas faire un pas de plus. Mais maintenant, on arrive à la deuxième chose. Le truc encore plus dingue que je te promettais, et je suis sûr que t'en as jamais entendu parler. C'est un détail très précis qui concerne ce fameux traité. Cet accord où toutes ces puissances mondiales ont juré de ne jamais s'approprier l'Antarctique. Mais pour vraiment comprendre ce qui cloche, il faut faire encore un petit bond en arrière. Direction l'année 1908. Est-ce que tu savais qu'à cette époque, il y a eu une expédition assez incroyable en Antarctique? La personne qui dirige l'opération, c'est un explorateur français, Jean-Baptiste Charcot. Et pendant ce périple au milieu du vide glacé, son équipe tombe sur quelque chose. Il découvre une île. Et attention, garde bien ça en tête pour la suite. Je te parle pas d'un petit bout de rocher qui dépasse sur le côté, non. Je te parle d'une île entière, planquée en plein cœur de l'Antarctique. Dès qu'ils ont découvert cet endroit, une question évidente se pose. Comment on va l'appeler? C'est l'explorateur lui-même qui a choisi de la baptiser et c'est toujours le nom officiel qu'elle porte aujourd'hui sur toutes les cartes du monde. Et le truc fou, c'est que tu peux taper ce nom sur Google Earth juste après cette vidéo et tu verras qu'elle va s'afficher. Mais fais le test par toi-même. Et plus tu vas essayer de zoomer pour voir ce qui s'y trouve, plus l'image elle va devenir volontairement floue, jusqu'à ce qu'on te montre plus qu'une vieille bouillie de glace totalement pixelisée. On t'empêche en fait de voir les détails. Et tu sais comment s'appelle cet endroit si bien caché? C'est l'île de Rothschild, baptisée ainsi en hommage direct à la très puissante et célébrissime famille Rothschild. Ah, la famille Rothschild, ce nom te dit forcément quelque chose, j'imagine. Toujours impliqué dans des histoires sombres. On parle de la dynastie bancaire la plus puissante de l'histoire, une famille légendaire connue pour tirer les ficelles de l'économie mondiale. Eh bien, cette fameuse île Rothschild, elle est bien réelle, et elle est toujours là. Et elle fait couler énormément d'encre chez les chercheurs. Mais la vraie question, c'est pourquoi l'explorateur Charcot a décidé de lui donner ce nom précis? Eh bien, la réponse est simple, mais elle fait froid dans le dos. C'est parce que c'est le baron Édouard de Rothschild en personne qui a sorti le chéquier pour financer toute cette expédition. Et soyons clairs, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète, il va pas lâcher une fortune comme ça juste pour aller voir des manchots. S'il a financé et il a sponsorisé ce voyage et cette expédition, s'il a poussé de toutes ses forces pour lancer ces nouvelles expéditions polaires, c'est parce qu'il cherchait quelque chose de bien précis. Il doit sûrement y avoir quelque chose là-bas sous la glace, c'est certain. Et donc il fallait à tout prix qu'il mette la main sur ce secret. Et c'est là qu'on plonge dans la partie la plus sombre de cette histoire. Si tu creuses dans certains écrits obscurs, tu vas tomber sur une théorie sombre. Cette fameuse île Rothschild servirait en fait de sanctuaire pour des pratiques sataniques, totalement à l'abri du reste de l'humanité, un peu comme l'île de Epstein. Pour ceux qui étudient ces textes, ce n'est pas juste un bout de rocher gelé. Ce serait le point de contact physique entre les plus grandes élites de la planète et le diable Iblis lui-même. Ce serait donc depuis cet endroit précis qu'il tirerait les ficelles du pouvoir et contrôlerait tout aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une vieille croyance terrifiante qui affirme qu'il y aurait en permanence à travers les époques un groupe ultra restreint de 7 personnes. Et ces 7 personnes, elles sont intouchables. Et ces personnes recevraient directement leurs ordres des forces démoniaques avec un seul et unique but, semer le chaos absolu à l'échelle mondiale. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que cette île cachée sous la glace, protégée par les armées du monde entier, serait justement le repère où ces 7 personnes prennent leurs ordres? Ou pire encore,
Est-ce que ce serait là que se trouve le trône du diable, Iblis? Ou alors, est-ce que ça pourrait être l'endroit exact où le Dajjal est caché en attendant son heure? La vérité, c'est que personne ne pourra jamais le prouver, tant qu'on n'aura pas le droit d'envoyer une véritable expédition indépendante pour vérifier de nos propres yeux. Mais au milieu de tous ces vieux secrets, il y a un témoignage très récent qui a fait beaucoup de bruit. Tu connais forcément le YouTuber MrBeast. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il a réussi à obtenir les autorisations pour aller tourner une vidéo en Antarctique. Et à son retour, lors d'un stream, on lui a posé la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu as vraiment vu le fameux mur de glace? Est-ce qu'il existe vraiment? Have you ever been to Antarctica? Yeah. Do you believe in the ice wall? Yeah, I saw the ice wall. Well, Yeah, he saw it too. I can't say on stream. What No I saw. way, but Cause we'll talk about it later. That's Yeah. crazy. he almost leaked it. Let's just say you always need someone with you when you're in Antarctica. Et ce mur de glace, dans la tête de beaucoup de gens, c'est directement lié à ce qui a été découvert en 1946, pendant l'opération High Jump. Souviens-toi, 4700 soldats déployés sous les ordres de l'amiral Byrd. Une mission militaire titanesque qui tourne au fiasco et qui rentre chez elle 6 mois plus tôt que prévu. Et le bilan, comme on l'a dit, 4 morts et 2 navires de guerre littéralement rayés de la carte. Quand tu fouilles sur Internet aujourd'hui, tu trouves des théories dans tous les sens. Mais si tu vas chercher le rapport officiel de l'armée, l'explication est d'un ennui total. Selon les autorités, les 4 morts et la disparition des navires n'étaient que de simples accidents. Comme c'est bizarre. Ils accusent les conditions extrêmes, la glace et le brouillard épais qui auraient rendu ces drames, je cite, inévitables. D'ailleurs, quand on demande aux autorités pourquoi cette armada a soudainement plié bagage avec 6 mois d'avance, tu sais quelle est l'excuse officielle? Le froid. Ils ont osé déclarer qu'il faisait tout simplement trop froid pour continuer. Mais en réalité, cette excuse ne tient pas debout une seule seconde. Surtout quand tu sais qu'aujourd'hui, sur les fameuses 70 bases dont on a parlé, les chercheurs y vivent toute l'année. Et ces bases, elles sont ravitaillées tous les jours par de gigantesques avions cargo américains qui atterrissent et repartent comme si de rien n'était. Et donc le froid n'est clairement pas le vrai problème. Et ça nous amène à déconstruire un tout dernier mythe. Depuis qu'on est petit, on nous dit que l'Antarctique, c'est comme un glaçon géant, recouvert à 100% de glace. Mais la vraie réalité, c'est qu'il existe d'immenses zones là-bas qu'on appelle les vallées sèches. Des endroits immenses où il n'y a pas un seul gramme de neige ni de glace. Juste des kilomètres et des kilomètres de terre rocheuse totalement à découvert. Et si on nous montrait les choses sous le mauvais angle? Et si on nous cachait des choses volontairement? Et si cet immense étendu continent cachait en réalité bien d'autres paysages? Mais le détail le plus troublant dans toute cette histoire, ce qui met vraiment la puce à l'oreille, c'est une interview très sérieuse donnée en 1947 par l'amiral Byrd au journal El Mercurio. On lui demande concrètement ce qu'il faisait là-bas avec autant de soldats et un tel arsenal militaire alors qu'il n'y avait officiellement absolument aucun ennemi sur la banquise. Et tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit une phrase qui a fait l'effet d'une bombe. Il a dit « Les États-Unis doivent se préparer à l'éventualité d'une attaque par des engins capables de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. » Oui, t'as bien entendu. Il affirme publiquement qu'il existe une menace capable de traverser la distance entre le pôle sud et le pôle nord en un temps record. À l'époque, on était au tout début de la guerre froide. Alors, est-ce qu'il parlait simplement de nouvelles technologies militaires secrètes développées par d'autres pays, ou est-ce qu'il faisait allusion à quelque chose de bien plus grand que nous? Le mystère reste total. Parce que soyons honnêtes 2 secondes. Traverser le globe d'un pôle à l'autre en un temps record en 1947, avec la technologie de l'époque, c'était impossible. Ce genre de pouvoir, cette vitesse, ça fait tout de suite penser à des ovnis, ou bien à des créatures extraterrestres, ou bien même à des entités comme les djinns. Évidemment, les journalistes ne l'ont pas lâché, et ils l'ont poussé dans ses retranchements. Et ils l'ont dit, mais de quel ennemi vous parlez, amiral? Des nazis qui auraient caché une base là-bas? Des soviétiques? Ou bien une forme de vie extraterrestre? Et là, l'amiral Byrd est devenu complètement silencieux, plus un mot, et il répond pas à cette question. Juste après cette interview qui a fait l'effet d'une bombe, il a été convoqué en urgence à Washington pour un briefing à huis clos avec les plus hauts gradés de la marine américaine. Et devine quoi? Après cette réunion, c'est le silence radio. Il a définitivement arrêté de donner des interviews. En gros, on a tout simplement et purement fait taire l'amiral Byrd sur les véritables découvertes de l'opération High Jump. Aujourd'hui, si tu fouilles un peu sur Internet, tu vas trouver des dizaines de théories sur cette mission. Ça part dans tous les sens.
Par exemple, tu te souviens de cette fameuse histoire de l'horizon qui se soulevait vers le ciel. On raconte partout que l'amiral Byrd l'aurait en fait crié à la radio et que la tour de contrôle aurait tout entendu. Sauf que, si tu cherches bien, il n'y a absolument aucune trace de cet appel dans les archives de l'armée. Aucun rapport officiel ne mentionne cette anomalie. Zéro. Et puis il y a une autre rumeur. Tu te rappelles du photographe qui accompagnait l'amiral dans son avion? L'histoire raconte qu'il ne serait jamais rentré et qu'il aurait été purement et simplement kidnappé par des entités mystérieuses cachées sous la glace. En réalité, si on cherche des preuves concrètes de tout ça, il n'y a rien. Et le dossier, il est vide. Mais les 4 soldats qui ont perdu la vie, Internet regorge d'histoires d'enlèvement par des extraterrestres. Mais l'armée, elle balaye tout ça d'un revers de la main en disant que c'est du grand n'importe quoi. Et c'est exactement la même chose pour cette rumeur complètement folle d'une bataille navale. L'histoire raconte que l'armada de l'amiral Byrd aurait affronté des vaisseaux surgissant de sous la glace, des engins ultra rapides entourés de lumière verte aveuglante. La réponse officielle, pure science-fiction. Ça ne s'est jamais absolument produit. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais bon, on sait très bien que les démentis officiels n'arrêtent pas les théories, bien au contraire. On a parlé de djinns, de bases secrètes, d'entités anciennes, mais la rumeur la plus tenace, la légende ultime qui fait trembler Internet, c'est l'existence d'une ville. Une ville gigantesque, engloutie et cachée à des kilomètres sous la glace de l'Antarctique. Le nom de cette mystérieuse ville, tu l'as forcément déjà entendu quelque part. Bien sûr, les autorités jurent sur tout ce qui est sacré qu'ils n'ont jamais trouvé la moindre trace de cette ville sous la glace. Par contre, ils ont été obligés de révéler une autre découverte totalement folle. Il y a un lac géant, immense, à l'état liquide, c'est-à-dire qu'il n'est pas glacé, emprisonné sous des kilomètres et des kilomètres de glace massive. Même les scientifiques hallucinent face à cette découverte. Ils ont un mal fou à comprendre et à explorer cet écosystème complètement isolé du reste du monde depuis des millions d'années. Au final, des théories du complot sur l'Antarctique, il y en aura toujours des centaines. Mais toutes ces histoires ne pourront être clarifiées qu'à une seule et unique condition. Soit un explorateur complètement indépendant, une personne courageuse comme toi ou moi réussit à déjouer la sécurité pour aller filmer la vérité de ses propres yeux, soit les puissances mondiales qui gèrent le traité de l'Antarctique décident enfin d'ouvrir leur dossier top secret au grand public. Alors au final, toute cette histoire, est-ce que c'est l'œuvre cachée des nazis, des soviétiques, des djinns, ou du Dajjal, ou carrément du diable, Iblis? La vérité, c'est que personne n'a la moindre idée. Le mystère reste entier. Et si tu penses que tout ça appartient au passé, détrompe-toi. Récemment, des scientifiques ont placé des capteurs sismiques ultra sensibles sur la glace. Ce qu'ils ont enregistré fait froid dans le dos. La glace émet une fréquence ininterrompue. Un bourdonnement sourd, un chant presque mécanique, inaudible à l'oreille nue. Officiellement, c'est juste le vent qui fait vibrer la neige. Mais quand on sait tout ce qu'on vient de se dire, n'est-ce pas le son parfait pour une gigantesque machinerie souterraine toujours en activité? C'est là que ça devient complètement fou. Parce qu'il y a une autre théorie liée à tout ça. Une théorie qui secoue le monde en ce moment. Et on plonge en plein dedans dans ce qu'on appelle le projet Bluebeam. Et cette histoire-là, il faut absolument que tu la connaisses. Parce que contrairement aux vieilles expéditions de 1947, ce projet se déroulerait sous nos yeux, au moment même où on se parle. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Fi amanillah.